S'il est un concept clé pour comprendre la psychologie humaine, c'est bien celui de bonheur. Jusqu'à la toute fin du XXe siècle, la psychologie scientifique était largement focalisée sur les aspects négatifs du fonctionnement humain. On étudiait essentiellement les troubles de l'humeur, pourquoi on se sent mal, névrosé, ou du comportement. Les tout premiers tests d'intelligence visaient à mesurer le retard mental des enfants. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que les psychologues se sont délibérément tournés vers l'étude du fonctionnement psychologique optimal, un fonctionnement dont le résultat est un état de bonheur ressenti. Bien avant la psychologie scientifique, le bonheur a été étudié par les philosophes. Les psychologues modernes se sont donc fort logiquement appuyés sur les définitions des philosophes pour procéder à leurs premières observations. Dès le IVe siècle avant notre ère, Aristote a consacré un ouvrage entier au bonheur, l'Éthique à Nicomaque, qui était son fils, dans lequel il distingue deux types de bonheur. Le premier type de bonheur, dit hédonique, terme dont la racine grecque renvoie à la notion de plaisir, peut se concevoir comme un état subjectif de plaisir et d'absence de douleur. On ne parlera généralement pas de bonheur juste pour un plaisir d'un instant, mais plutôt pour un état installé dans la durée. Cette notion de durée constitue un élément clé car de nombreux plaisirs ne correspondent qu'à la satisfaction de besoins qui sont par nature impermanents. Les besoins physiologiques en sont un exemple. Manger quand on a faim peut procurer un grand plaisir, mais sitôt la satiété venue, le plaisir de manger disparaît. D'où l'idée que pour obtenir un plaisir durable, il faut satisfaire d'autres types de besoins. Le second type de bonheur, relevé par Aristote, plus durable, est le bonheur eudémonique, dont l'étymologie renvoie à l'idée de bon démon, c'est-à-dire à un bonheur qui n'est pas guidé par la simple recherche du plaisir, mais par la recherche d'une vie qui ait un sens, qui soit fructueuse, qui soit guidée par un but, ou qui soit bonne au plan moral. Pour vous rappeler cette distinction importante, vous pouvez évoquer l'imagerie classique de l'ange et du démon. L'ange nous incite à être moraux et vertueux, et le démon nous incite à nous faire immédiatement plaisir sans nous soucier des conséquences. Bien que caricaturale, cette métaphore nous rappelle que certains actes conduisent à un bonheur à court terme, tandis que d'autres visent à un bonheur à plus long terme. Et dans tous les cas, se trouve l'idée que nos actions peuvent déterminer notre état de bonheur ou de malheur. Le meilleur exemple étant le titre ironique d'un célèbre ouvrage de psychologie, « Faites vous-même votre malheur ». La psychologie scientifique s'est séparée de la philosophie au XIXe siècle. En rejoignant les sciences expérimentales, la psychologie ne s'appuie plus sur la seule réflexion, mais elle vise à construire progressivement une description de la réalité observable. Cela afin de comprendre et, même si possible, de prévoir cette réalité. Méthodologiquement, les psychologues scientifiques ont donc besoin de mesurer la réalité psychologique. Ils vont donc construire des batteries de questions judicieusement choisies pour susciter chez les participants des états psychologiques ou mettre à l'épreuve des capacités qu'il s'agira de mesurer. Les réponses des participants fournissent ainsi des informations sur la réalité psychologique. Mais attention, il ne faut jamais confondre la mesure obtenue, toujours imprécise et entachée d'erreurs, avec la réalité elle-même. Les psychologues scientifiques prennent donc la précaution d'utiliser souvent des termes différents pour les grands concepts difficiles à mesurer directement, d'une part, comme le bonheur ou l'intelligence, et d'autre part, pour les mesures fournies par les tests ou par des échelles de mesure. Ainsi, on peut mesurer le QI pour évaluer l'intelligence, mais il ne faut jamais confondre l'intelligence et le QI qui sert à l'estimer. De la même façon, on parlera souvent de bien-être pour essayer de donner une mesure du bonheur. C'est pourquoi l'expression bien-être
qui dans le langage courant renvoie plutôt à un état agréable d'ordre physique, se sentir bien dans sa peau. Cette expression sera souvent utilisée en psychologie comme estimation d'états psychologiques, notamment affectifs. Bien, une fois muni d'instruments de mesure du bien-être, on peut tester des théories. Par exemple, les psychologues ont pu construire des théories testables du bonheur hédonique ou du bonheur eudémonique. Comme dans toutes les sciences empiriques, la mise à l'épreuve de ces théories a conduit à des débats et à des réfutations. C'est ainsi que la distinction même entre bonheur hédonique ou eudémonique a pu être remise en question et que des théories récentes du bien-être incorporent les deux types de bonheur. De nombreux scientifiques ont cherché ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui pourrait avoir un effet sur le bonheur. L'âge, le revenu, l'exercice physique, l'activité sexuelle, l'état de santé, le système politique. Bref, ces éléments ont bien sûr un effet, mais contrairement à l'économiste ou au chercheur en médecine, le psychologue s'intéresse prioritairement aux causes psychologiques du bonheur, et notamment à la motivation. Pourquoi l'individu humain se conduit-il comme il le fait? Peut-être parce qu'il en a l'habitude ou parce qu'il imite ses parents. Mais plus fondamentalement, on pourrait dire qu'il agit de la façon dont il pense que cela le rendra heureux. Le bonheur n'est pas seulement un état que l'on peut ressentir, c'est un état que l'on cherche à atteindre. Être heureux est ce que la plupart, peut-être même la totalité des humains, passent le plus clair de leur temps à rechercher. C'est la fameuse quête du bonheur. Comprendre ce qui cause le bonheur, c'est comprendre ce qui motive l'être le plus fondamentalement, ce qui nous pousse à agir. Chez la grande majorité des individus, le bien-être passe au moins partiellement par la satisfaction de besoins physiologiques. Il est presque impossible d'être heureux si l'on meurt littéralement de soif ou de faim, ou si notre corps est assailli de violentes douleurs. La satisfaction de ces besoins physiologiques, si elle soulage temporairement, ne suffit cependant pas à procurer un bonheur authentique et durable. Il faut pour cela satisfaire d'autres besoins qui sont d'ordre psychologique.